La couronne de France vendue par un roi fou à un occupant étranger. Voilà la conséquence du honteux traité de Troyes. Henri V de Lancastre était supposé succéder à Charles VI de France, une fois le vieux roi fou 6 pieds sous terre. Cependant, les rédacteurs du honteux traité de Troyes n'avaient pas prévu une chose, que l'Anglais meure avant le roi de France. Cette mort prématurée d'Henri V empêcha ce roi sournois de réaliser l'union des deux couronnes. Et il laisse pour héritier un bébé de quelques mois qui prendra le nom d'Henri VI. Au début de cette décennie 1420, les Anglais sont cependant loin d'être maîtres de toute la France. Hormis la Guyenne, tout le sud de la Loire est sous le contrôle du dauphin, qui s'est fait couronner à Bourges et se fait désormais appeler Charles VII. Tandis que la partie est de la France est elle dominée par les Bourguignons de Philippe le Bon. Le royaume capétien, qui passe déjà à bien des égards pour une construction nationale, semble donc sur le point de voler en éclats. À la conquête de l'histoire. La bataille de la Brossinière. Cette division en 3 du royaume de France dénote avant tout d'une chose, l'échec absolu de la politique mise en œuvre lors du honteux traité de Troyes. D'une part, c'est l'échec de Philippe le Bon, qui avait pour ambition de gouverner l'entièreté de la France pour le compte du jeune Henri VI. D'autre part, c'est l'échec des Anglais qui espéraient unir grâce aux liens personnels les royaumes de France et d'Angleterre. Or, l'Anglais n'a jamais ceint les deux couronnes et il est hors de question d'aller à Reims pour y sacrer un bébé. Ce que n'avaient pas prévu les conspirateurs de Troyes, c'est la survie politique du dauphin. Ils partaient du postulat que ce dernier irait se réfugier dans le Dauphiné et disparaîtrait tout simplement de l'équation. Or, pour la moitié du royaume de France, le roi, c'est celui qui se fait désormais appeler Charles VII. Un Charles VII qui sauve donc la monarchie française par sa pugnacité. Intéressons-nous donc de plus près à l'état politique, militaire et social de cette France post-traité de Troyes. Le royaume, nous l'avons dit, est divisé en 3. Sous le contrôle des Anglais se trouve la Guyenne au sud, la Normandie, le nord du Maine, la région parisienne, le pays chartrain, la Champagne, la Brie et bien entendu Calais. L'Anglais a aussi l'hommage du duc de Bretagne, mais ce dernier, on le verra, changera régulièrement d'allégeance dans le but de gagner le plus d'autonomie possible. Dans le camp anglais se trouvent bien entendu les provinces françaises du jeune État bourguignon, le duché de Bourgogne et les comtés de Flandre, Artois, Rethel, Nevers, Mâcon, Charolais. Mais le régent Bedford sait qu'il doit trop à Philippe le Bon pour lui parler en maître, d'autant que ces principautés françaises sont équilibrées par des terres d'empire comme le comté de Bourgogne, auquel il viendra ajouter au cours des années 1420 les comtés de Namur, de Hainaut, de Hollande et de Zélande, qui eux non plus ne dépendront pas du royaume de France. En plus de ça, Philippe le Bon a mis la main sur la Champagne et la Picardie, qu'il administre pour le roi mineur. En réalité, il en dispose, et cherche par là à se faire payer son alliance en mettant la main sur 2 des plus grosses régions agricoles du royaume. Charles VII contrôle lui le midi de la France, le sud de la Loire dont le franchissement deviendra l'enjeu des années à venir, la plus grande partie de l'Aquitaine, le Languedoc, l'Anjou, la Touraine et tout le centre du royaume. En regardant la surface du territoire sous le contrôle de Charles VII, on pourrait penser qu'il a là de quoi faire face aux Anglais et aux Bourguignons. Cependant, toute cette partie située au sud de la Loire est l'ancien terrain de chasse des grandes compagnies et des Tuchins. Ravagée pendant des années, cette partie du royaume est très pauvre, et il n'en tire que de maigres revenus. Du côté des alliances, certains comme le duc de Bretagne ou bien le comte de Foix passent d'un camp à l'autre dans l'espoir de voir la tutelle royale qui pèse sur eux s'amoindrir, et ainsi gagner un maximum d'autonomie. Ainsi, le duc de Bretagne, en l'espace de 5 ans, jure respecter le traité de Troyes, puis passera dans le camp de Charles VII avant de finalement rejoindre Henri VI.
Les retournements de situation sont donc nombreux. Sauf dans le camp bourguignon, qui est finalement le plus cohérent. Philippe le Bon, s'il veut évidemment venger la mort de son père, veut avant tout la grandeur de sa principauté, et il compte bien utiliser la présence des Anglais pour atteindre cet objectif. Le duc de Bourgogne voit bien que les Anglais ont autant besoin de lui qu'il a besoin d'eux pour écarter définitivement le péril armagnac. D'ailleurs, sur son lit de mort, Henri V l'a bien fait comprendre à son frère. Il faut conserver l'alliance bourguignonne à tout prix, sans quoi les Anglais seront incapables de se maintenir sur le continent. D'un autre côté, Philippe le Bon réalise également que l'objectif de son père en allant négocier avec le dauphin sur le pont de Montereau, c'était d'arriver à un accord pour défendre le royaume contre l'envahisseur anglais. Et l'assassinat de Jean sans peur n'a pas fait perdre aux Anglais leur qualité d'envahisseurs. Azincourt, où de nombreux seigneurs bourguignons sont morts, soit au combat, soit assassinés, est encore dans tous les esprits, ce qui rend cette alliance contre nature pour beaucoup de vassaux de Philippe le Bon. Alliance qui met d'autant plus mal à l'aise le duc de Bourgogne qu'il a l'impression de ne rien y gagner. En effet, c'est Bedford qui est le régent du royaume de France. Un Bedford qui ne partage pas le pouvoir. Les terres que le régent entend reconquérir à Charles VII ne seront pas non plus partagées avec les Bourguignons. C'est la France entière que Bedford veut gouverner, et ne compte pas la partager avec les princes qui l'aident à la reconquérir. En cas de poursuite de la conquête du royaume de Bourges, les terres prises à Charles VII seraient à Henri VI. Pour le Lancastre, il n'y a pas une France anglaise et une France bourguignonne. Le duché de Bourgogne est dans le royaume de France et ne confère aucun droit sur la couronne. Pour l'heure, Philippe le Bon n'a donc tiré du traité de Troyes qu'un profit limité. Une administration provisoire de la Champagne et de la Picardie. Ces deux provinces, si elles sont de grandes productrices agricoles, ont été affaiblies par la guerre. Et la Champagne n'a plus ces grandes foires qui ont fait sa richesse au XIe et XIIe siècle. De plus, les ambitions territoriales du Bourguignon sont contrariées par les Anglais dans le Hainaut. On frôle même le renversement d'alliance en 1424. C'est dire si les relations sont tendues entre les deux alliés. Le duc de Bourgogne prendra donc la décision de s'engager à minima dans les opérations militaires autour de la Loire. Il n'a pas grand-chose à y gagner, il lorgne désormais sur les Pays-Bas qui seront la prochaine cible de l'État bourguignon naissant. Du côté de la capitale, l'attitude des habitants est également très ambiguë. Si les soutiens armagnacs ont quitté la ville pour rejoindre Bourges en 1418 et que l'élite bourgeoise est profondément bourguignonne, la présence anglaise n'est pas pour autant acceptée de bon cœur. La capitale estime en effet que les Armagnacs étant confinés au sud de la Loire, la présence anglaise est inutile. Présence anglaise qui, bien que gênante aux yeux des Parisiens, est pour le moins légère. Au maximum, John Fastolf, le capitaine de la Bastille, pourra-t-il compter sur 8 hommes d'armes et 17 archers. Au total, en comptant les blessés, il n'y a pas plus de 300 Anglais dans la capitale, qui malgré la saignée due à la peste noire et à la guerre, compte encore près de 100 000 habitants. Si les Anglais sont là, c'est donc uniquement car les Parisiens s'accommodent de leur présence dont ils pourraient aisément se défaire. Je l'avais déjà évoqué. Les Anglais ne doivent leur maintien en France qu'aux divisions qui déchirent le royaume. Une fois les différentes factions réconciliées, la défaite anglaise sera inévitable. Mais pour l'heure, le partage du royaume est plutôt bien accepté par les Parisiens. D'autant que la bourgeoisie y trouve son compte économiquement. En effet, même du temps de l'unité de la France, les territoires situés au sud de la Loire ne représentaient que moins de 5% de l'activité économique de la capitale, dont l'essentiel du commerce terrestre se fait avec la Picardie, l'Artois, le Hainaut et surtout la Flandre. Du côté du commerce fluvial, ce sont également les régions sous contrôle bourguignon et anglais qui sont les plus importantes. Seine, Marne, Yonne, Oise, toutes ces voies navigables permettent aux Parisiens d'obtenir les vins de Bourgogne, le poisson de Normandie, le blé de Picardie et de Champagne, le foin de Basse-Seine, le sel de Bretagne et l'étain d'Angleterre. Tout le commerce avec le nord du royaume est maintenu, et ce sont ainsi d'innombrables familles d'artisans, de bateliers, de crieurs et de commerçants qui peuvent continuer à vivre.
Si de nombreux sujets du royaume acceptent cet état de fait alors qu'ils refusaient l'arrivée d'Édouard III sur le trône de France un siècle plus tôt car ils n'étaient pas natifs du royaume, c'est avant tout parce que la victoire anglaise a été acquise sur le champ de bataille, et qu'ils occupent le terrain. Ensuite, la transmission de la couronne de France à Henri VI, comme prévu par le traité de Troyes, n'a rien à voir avec les droits supposés d'Isabelle de France à transmettre la couronne à ses descendants. Henri VI tient son pouvoir de la volonté exprimée par Charles VI, ou plutôt par son entourage. Il est l'héritier du Valois, et non pas son concurrent. Ce qui agite les esprits des juristes, ce n'est donc plus la possibilité des femmes à transmettre la couronne, mais bien le droit du roi à en disposer. Et on l'a vu, pour beaucoup, voir un roi déshériter son fils de la couronne de France est un scandale absolu. Scandale qui alimentera les rangs de la résistance aux Anglais, autant que l'insécurité et la violence, conséquence de la présence de troupes régulières et irrégulières dans les régions occupées. Ce sont les régions directement sous la férule anglaise qui sont le plus sujettes à la résistance à l'occupant. L'Île-de-France et surtout la Normandie. C'est avant tout chez le petit peuple que la résistance s'organise. De nombreux paysans et artisans rejoignent le bocage et prennent le maquis. Ils organisent des coups de main contre les troupes anglaises qui sont constamment harcelées, subissent des embuscades ou bien voient leurs baraquements saccagés. Les nobles sont eux peu présents dans les rangs de la résistance. En effet, ceux qui ont choisi de soutenir Charles VII ont tout simplement dû abandonner leurs châteaux et leurs terres pour rejoindre le sud de la Loire, là où le roi a directement besoin d'eux, là où l'on se bat. Une bonne partie de la noblesse normande, qu'on pourrait croire favorable aux Anglais dû à l'héritage plantagenet de la Normandie, rejoint donc le parti français. Là encore, on voit l'effet de ce sentiment national naissant. D'autres font en revanche le choix de la collaboration totale. Les ultras du parti bourguignon, qui sont bien trop impliqués dans les affaires anglaises pour que leurs actions ne passent pas aux yeux de Charles VII pour une trahison, se dévouent totalement à la cause de l'occupant. C'est par exemple le cas de Pierre Cochon, qui restera tristement célèbre pour son rôle lors du procès de Jeanne d'Arc. Au sud de la Loire, Charles VII tente d'organiser un gouvernement cohérent, mais sa position est pour le moins difficile et compliquée. Pour beaucoup, il est toujours le dauphin. En effet, s'il a été couronné en la cathédrale de Bourges le 30 octobre 1422, il n'a pas été sacré. Et la cérémonie du sacre, si elle n'a plus qu'une valeur symbolique, reste très importante pour la population du royaume. Charles VII apparaît donc comme le plus faible des belligérants. Mais il a néanmoins marqué un point essentiel. Le traité de Troyes n'a pas fait céder toute la France. Une partie du royaume lui reste fidèle et entend bien se battre pour voir le Valois récupérer la totalité de son héritage. Le jeune roi peut ainsi compter sur plusieurs grands nobles, comme le duc d'Anjou, le duc de Bourbon ou encore la maison d'Orléans. Charles VII peut également compter sur les officiers royaux du sud de la France, ainsi que ceux qui ont abandonné les Anglo-Bourguignons pour le rejoindre, afin de se construire une administration. Un parlement est créé à Poitiers et une cour des comptes est créée à Bourges. Deux organes centraux qui n'auront de cesse de voir leurs effectifs croître en nombre au cours des prochaines années. Signe évident d'une dynamique en faveur du camp français. Le roi, que l'on dépeint volontiers comme pauvre et abandonné de tous, n'est en réalité ni pauvre ni abandonné. Le revenu de Charles VII est en effet 3 fois supérieur au revenu continental d'Henri VI. Le fisc du Valois est efficace, sa justice est rendue et ses troupes payées. Du côté anglais, on ne peut pas en dire autant. Charles VII est de plus riche d'alliances. Le soutien du duc de Savoie, la neutralité épisodique du duc de Bretagne et les trêves régulières signées avec le duc de Bourgogne lui permettent en effet de concentrer son effort contre l'anglais. La véritable faiblesse du roi réside probablement dans son tempérament. Devenu dauphin tardivement, il n'a été élevé ni pour régner ni pour se battre. Un père fou, une mère à la réputation désastreuse et un désaveu public lors de la publication du traité de Troyes le font beaucoup s'interroger sur lui-même. Renfermé, complexé, influençable et parfois versatile, le jeune roi ne gouverne pas tant qu'il laisse les autres gouverner à sa place. La cour de Bourges sera donc le théâtre permanent d'intrigues, de coups bas et même d'assassinats,
entre les différentes factions qui voudront influencer la politique royale. La personnalité de premier plan dans l'entourage du dauphin, c'est Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou et belle-mère de Charles. Elle arrivera, au cours de la décennie 1420, à écarter les ultras du parti Armagnac, comme Tanguy du Châtel, l'organisateur du guet-apens de Montereau. Ceci lui permet alors de mettre en place des hommes à elle, et ainsi de nouer de nouvelles alliances. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Après l'éviction des Armagnacs les plus fervents, le nouvel homme fort du royaume est Arthur de Richemont, le frère du duc de Bretagne, qui prend l'épée de connétable de France après la mort de John Stuart en 1424. Le Breton passera son temps à encombrer la cour de ses intrigues, de ses complots, et verra rapidement sa faveur décliner au profit du Poitevin Georges de la Trémoille, un ancien protégé du connétable. Ne souhaitant pas être lui-même la victime d'un refaire de fortune comme son ancien protecteur, la Trémoille se lancera dans une guerre ouverte contre Richemont et déclarera ouvertement la guerre aux fidèles du connétable, qui sont suspectés d'organiser un complot. Comme si Charles VII n'avait pas suffisamment d'ennemis, il faut en plus que de nouvelles divisions se créent et qu'une guerre voie s'affronter ses maigres soutiens. La véritable chance de Charles VII, c'est qu'il existe un certain équilibre des faiblesses dans le royaume. En effet, l'Angleterre est absolument incapable d'organiser une véritable offensive. La France occupée rapporte peu, les impôts rentrent lentement, il y a énormément d'impayés et l'Angleterre porte avec peine le poids de sa demi-victoire. Gagner une bataille comme ce fut le cas à Azincourt, c'est une chose. Conserver sa conquête et l'achever en est une complètement différente. Alors que les Français paient juste assez d'impôts pour prendre en haine le gouvernement anglais, c'est le Parlement de Londres qui doit envoyer de l'argent sur le continent pour payer le Conseil royal de Paris, les dépenses de l'hôtel du régent Bedford et la solde des troupes stationnées en Île-de-France et en Normandie. Les Anglais commencent à regretter leur demi-conquête, et malgré la charge écrasante pour le contribuable anglais, la présence anglaise sur le continent ne tient finalement qu'au bon vouloir des Français. Pendant ces années d'incertitude politique autant qu'économique, les Anglais portent le plus lourd de la charge militaire, puisqu'il leur faut attaquer et terminer leur conquête. Charles VII peut lui rester sur la défensive. La charge est d'autant plus lourde que dans les régions déjà conquises, il lui faut faire face au harcèlement incessant des bandes et des garnisons armagnacs encore sur place, ainsi qu'à la résistance de la population. Toutes ces difficultés rencontrées par les Anglais permettent donc à Charles VII de remettre sur pied et de réorganiser son armée. Une armée royale qui n'a désormais plus grand-chose à voir avec celle qu'on pouvait rencontrer au temps de Charles V ou même de Charles VI. La distinction de solde en fonction de l'origine sociale des combattants ou bien de leur spécialité militaire est terminée. La distinction entre chevalier banneret, chevalier simple, écuyer banneret, écuyer simple est de plus en plus ténue et finira par disparaître. Tout le monde est homme d'armes et touche une solde de 12 livres par mois, ou homme de trait et touche 6 livres par mois. C'est pour le service qu'il attend, non pour leur origine que Charles VII recrute et paie des soldats. Peu importe qu'ils soient adoubés ou non. Une prime au commandant est versée au capitaine responsable de sa compagnie, un capitaine choisi par le roi, comme c'était déjà le cas au temps de Charles V. Par ailleurs, les hommes de trait, archers ou arbalétriers s'intègrent désormais pleinement dans les compagnies, ce qui leur permet d'avoir un réel impact lors des batailles et de ne plus être laissés de côté comme ça a pu être le cas à Azincourt. Concernant l'origine des effectifs, une bonne partie vient de l'extérieur du royaume. Écossais, Lombards, Castillans, Aragonais. Extérieurs aux alliances qui divisent la France, ces troupes sont donc fidèles pour peu qu'on n'oublie pas de les payer. Il ne faut pas croire non plus, en voyant la nouvelle organisation de son armée, que Charles VII méprise la chevalerie française. Simplement, elle a été décimée à Azincourt, et pour ceux qui restent, il ne semble pas prêt à le servir. Beaucoup de nobles, après 20 ans de guerre, sont là, et attendent de voir dans quel sens le vent va tourner avant de s'engager pleinement dans l'un ou l'autre camp. Mercenaires, roturiers, anciens routiers et petite noblesse, voilà ce qui compose principalement l'armée de Charles VII.
très peu de grands noms, mais c'est une armée de métier et qui sait se battre. Après avoir fait cette mise au point sur l'état politique, économique et militaire du royaume de France, revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1423. Charles VI vient de mourir, le nouveau roi Charles VII s'est fait couronner à Bourges quelques mois auparavant, mais il lui manque l'onction du sacre. Le jeune roi de France décide donc de prendre la direction de Reims. De nombreuses bandes de mercenaires et soldats qui lui sont fidèles battent la campagne champenoise et saccagent les localités qui ont fait allégeance aux Anglais et aux Bourguignons. Sur la route pour rejoindre la cité des Sacres se trouve Cravant, une place située au confluent de l'Yonne et de la Cure et qui est considérée comme l'une des clés de la Bourgogne. En plus de libérer la route de Reims, la prise de cette forteresse permettra d'ouvrir un accès vers le cœur de la Bourgogne et donc éventuellement de briser l'alliance anglo-bourguignonne. Charles VII rappelle donc les nombreuses bandes de soldats et mercenaires qui battent la campagne champenoise et leur ordonne de se rassembler devant Cravant. Tanguy du Châtel dirige l'armée française qui est rejoint par l'Écossais John Stuart, connétable d'Écosse qui est à la tête de plusieurs milliers de soldats, surtout des archers. Attention à ne pas confondre John Stuart le connétable d'Écosse et son homonyme qui deviendra connétable de France, lui aussi présent à Cravant. Ce sont donc environ 10 000 hommes, dont 3 000 Écossais ainsi que de nombreux mercenaires lombards et castillans qui viennent poser le siège devant la forteresse de Cravant, qui n'est défendue que par 400 Bourguignons dirigés par Claude de Chastellux. Les 2 premiers assauts sont repoussés par les défenseurs et le siège commence. Le gros de l'armée française s'installe sur les hauteurs de Perrières qui surplombent la vallée de l'Yonne. Le siège dure. À l'intérieur des murs, les vivres commencent à manquer et les chevaux sont désormais au menu. Cependant, les défenseurs de la forteresse ont réussi à faire connaître leur situation critique à Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne et mère de Philippe le Bon. Celle-ci ordonne donc à Jean de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, de rassembler des troupes. 2000 Bourguignons se rassemblent à Auxerre et rallient autant de soldats anglais qui sont eux commandés par les comtes de Salisbury et Suffolk. Il avait été convenu entre les chefs anglais et bourguignons qu'ils combattraient sans leurs chevaux, et que chaque homme transporterait avec lui un pieu qu'il pourrait planter devant lui en cas de charge de cavalerie adverse. Le 30 juillet, les 4000 anglo-bourguignons arrivent à Vincelles, où ils passent la nuit. Voyant très bien que situés sur les hauteurs, la position française est inattaquable, les anglo-bourguignons font marche arrière en suivant l'Yonne pour trouver un passage et font passer la rivière à leurs troupes au niveau de Coulanges-la-Vineuse, puis redescendent jusqu'à Cravant en traversant les bois et les marécages. Le 31 juillet, couvert comme toujours par une pluie de flèches décochées par les archers gallois, un corps anglais mené par Willoughby force le passage sur le pont défendu par des barricades et quelques troupes écossaises. Tandis que le gros des troupes profite du faible niveau de la rivière pour traverser à gué. Les Écossais résistent un temps mais finissent par plier sous le nombre et sous les flèches. Une fois l'armée de l'autre côté de la rivière, les Anglais se mettent en position habituelle. Des hommes d'armes à pied devancés par une ligne d'archers, tandis que le gros des hommes de trait se trouve sur les flancs. En face, les Franco-Écossais décident d'abandonner leur camp retranché et de se porter à leur rencontre pour essayer de repousser les Anglo-Bourguignons dans la rivière. En faisant ça, ils tournent ainsi le dos à la ville assiégée. Les mercenaires lombards, situés en première ligne, habitués à se battre à cheval plutôt qu'à pied, sont criblés de flèches, malgré leur armure épaisse. Ils prennent alors la décision de fuir le combat et de courir vers leurs chevaux pour s'échapper. Alors que les Écossais insultent les fuyards, les 2 armées se lancent dans une mêlée brutale et meurtrière. Claude de Chastellux, qui suit la bataille depuis les remparts de la forteresse, prend alors la décision de fondre sur les arrières de l'armée de Charles VII. Cette dernière, prise en tenaille, est désorganisée et finit par être écrasée par les Anglo-Bourguignons. Le bilan est terrible pour les Français, qui comptent 4500 morts et près de 1000 prisonniers, dont Pothon de Saintrailles et John Stuart, le connétable d'Écosse, qui lui a perdu un œil.
Les Anglo-Bourguignons s'en sortent bien mieux, puisqu'ils n'ont perdu que 1600 hommes dans la bataille. Avec cette défaite, Charles VII voit la route du nord et de l'est se fermer devant lui, et la cité des Sacres est désormais hors de portée. Plus grave encore, même si une bonne quantité de l'armée battue à Cravant était constituée de mercenaires, c'est malgré tout une bonne partie des forces du Valois qui ont été détruites. Voulant profiter de ce revers français, les Anglais lancent une expédition sur le territoire encore fidèle à Charles VII situé au nord de la Loire, le Maine et l'Anjou de Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi. En septembre 1423, John de la Pole, frère du comte de Suffolk, est supposé aller poser le siège devant le Mont-Saint-Michel. Mais estimant qu'après Cravant, les Français seront incapables de lui opposer des forces dignes de ce nom, il part de Normandie avec 2000 hommes d'armes et 800 archers, avec pour objectif de ravager le Maine et l'Anjou. L'Anglais pille la région et rassemble son butin devant le village de Segré, avant de reprendre la route vers le nord et la Normandie. Voyant ces terres à feu et à sang, Yolande d'Aragon ne reste pas les bras croisés, et fait appel aux partisans de Charles VII, sur qui elle sait pouvoir compter. Son chambellan, Pierre de Beauvau, Ambroise de Loré, un Breton commandant la place forte de Sainte-Suzanne, et Jean d'Harcourt, comte d'Aumale et gouverneur de l'Anjou, Maine et Touraine, qui se trouve lui à Tours pour finaliser une expédition qu'il se prépare à lancer sur la Normandie. Ce dernier détourne alors son armée vers Laval, où il rejoint Ambroise de Loré le 24 septembre. D'autres seigneurs locaux comme Guy de Laval, Louis de Trémignon, André de Loéac et le bâtard d'Alençon joignent également leurs forces à l'armée. L'armée française, qui a pu rassembler à la hâte environ 4000 soldats, dont 1000 archers, prend ensuite position sur le chemin que sont censés emprunter les Anglais. Après avoir tenu conseil, il est décidé que Jean d'Harcourt, le bâtard d'Alençon et Guy de Laval se mettraient à pied et posteraient leurs hommes en bataille au lieu-dit de la Brossinière, entre Bourgon et la Gravelle, pendant que Loré et Trémignon iraient avec 200 hommes à cheval se poster un peu en retrait pour fondre sur les Anglais s'ils en ont l'opportunité. Le 26 septembre, les Français sont rangés en bataille depuis 2 heures déjà, quand ils aperçoivent enfin les éclaireurs anglais. La cavalerie française charge les éclaireurs qui sont forcés de se replier. Les Anglais poursuivent donc leur route, mais avancent désormais à l'aveugle. Ils sont à portée de flèche quand les Français se dévoilent. Bien organisés, les Anglais plantent le pieu en terre pour se protéger de la cavalerie française, et les archers commencent à décocher leurs flèches. Ne répétant pas les erreurs du passé, la cavalerie ne fonce pas tête baissée dans un piège qui est désormais connu de tous. Ils contournent les défenses anglaises et attaquent sur le flanc. Les lignes anglaises implosent, et les archers sont incapables de faire leur travail habituel. Désorganisés, les Anglais doivent en plus de ça faire face à l'attaque principale de l'infanterie française qui attaque de front. Bloqués par leur convoi de butin, les Anglais sont dans l'incapacité de fuir, et se battent avec l'énergie du désespoir. Malgré leur volonté farouche, ils ne peuvent résister longtemps, et c'est une véritable boucherie. Près de 1500 hommes sont tués, tandis que le reste, dont de la Pole, est fait prisonnier. À peine une centaine d'hommes parvient à s'échapper. Du côté français, on déplore seulement la perte d'un chevalier, Jean Leroux, et de quelques hommes d'armes. La victoire française est totale. Pour une fois, les Français avaient bien choisi le champ de bataille, et n'avaient pas fait preuve de bravoure en pure perte. Les Anglais, pris au dépourvu, avaient dû se battre sur un terrain inadapté à leur tactique habituelle. Ils ne pouvaient en effet se protéger qu'imparfaitement avec leurs pieux, et la cavalerie française, qui pouvait évoluer en toute liberté, avait été décisive. De la Pole, en sous-estimant la capacité de réaction des seigneurs angevins, était allé au désastre. Il ne faut cependant pas surestimer cette victoire française. En effet, les hommes qui se sont battus ici, bien qu'ils l'aient fait au nom de Charles VII, sont pour beaucoup des petits seigneurs locaux qui n'ont pas l'intention de le rejoindre à Bourges pour renforcer son armée détruite à Cravant. Certes, ils haïssent les Anglais et les combattent volontiers, mais ils n'ont pas l'intention d'abandonner leurs terres et châteaux qu'ils comptent bien défendre jusqu'au bout contre les envahisseurs.
C'est malgré tout sur cette bonne note que se termine l'année 1423. Charles VII, qui compte sur les premiers accros dans l'alliance anglo-bourguignonne et sur le ralliement de seigneurs bretons, peut donc un peu plus sereinement mettre sur le pied de guerre une armée qui dirigera vers le cœur des possessions anglaises, la Normandie. Cette armée, il en est persuadé, sera celle de la Reconquête.